Merci. Donc, j'appelle Emmanuel Ornet, qui va nous parler de la mortalité des blessés de guerre français qui restent élevés au cours des conflits modernes à propos d'une analyse rétrospective d'une cohorte de blessés du front. Merci, mon général, monsieur le président, chers académiciens. Donc, je vais quand même essayer de vous montrer que même si on n'a pas de registre, on essaie quand même d'analyser nos données et puis de tirer les leçons de notre expérience. Alors là, si on peut regarder ça. Est-ce que je suis. Excusez-moi. J'active. Pascal. Oui. Ok. Voilà, et pour ça, je vais vous présenter donc quelque chose qui me tient à cœur, moi, en tant que chirurgien généraliste. Et là encore, je pense que le terme, il vous est plus familier, mais assez familier, mais maintenant, c'est plus vraiment à la mode d'être chirurgien généraliste. Mais ça nous tient à cœur puisque c'est le cœur de notre activité en opération extérieure. Alors, en guise de préambule, je ne vais pas y revenir parce que Tristan l'a déjà montré, mais vous savez que l'armée française, actuellement, le gros de notre activité, c'est la bande sahélo-saharienne, qu'on est face à des groupes extrêmement mobiles, dans un type de conflit complètement asymétrique, où on a des attaques rares mais extrêmement violentes, et qui sont globalement dominées par un ennemi qu'on ne voit pas beaucoup, et donc beaucoup de nos blessés sont le fait d'engins explosifs improvisés, donc d'explosifs, et donc qui font des dégâts sans qu'on ait réellement à combattre. Pour ça, nos troupes, elles sont protégées. Là, vous voyez un médecin au premier plan qui est avec son infirmière, qui descend de son blindé sanitaire avec sa croix rouge. Vous voyez qu'elle est protégée par une veste par éclat, un gilet par éclat, son infirmière aussi, donc elle respecte bien les consignes qui leur sont données, mais en fait, c'est pas tout à fait ce qui est vendu par l'industriel. Puisque l'industriel, quand il vend le concept de gilet par éclat, il vend un gilet complet avec des zones qui protègent à la fois les épaules, le pelvis, mais au combat, on ne peut pas combattre avec un gilet tel qu'il est présenté par l'industriel. Donc, ce qui fait que nos soldats, pour la majorité, et encore là, c'est des soldats qui ne sont pas des forces conventionnelles, donc ils portent des gilets un peu plus couvrants que les forces spéciales, eh bien, ils portent des simples porte-plaques finalement qui laissent libres les aires comme les creux axillaires, les plis inguinaux, l'abdomen ou les régions cervico-thoraciques. Et finalement, malgré le port de ces protections, on a des blessés qui sont très souvent atteints avec des lésions d'ascension lésionnelle assez complexes, à la fois thoraciques, abdominales, et donc qui sont au cœur du métier. Alors pour les soigner, qu'est-ce qu'on va déployer? Ça, je ne vous la redétaille pas, hein, c'est la chaîne de l'avant avec la chirurgicalisation précoce. Et la cheville ouvrière de la prise en charge précoce, c'est l'antenne chirurgicale. Je vous rappelle que l'antenne chirurgicale, c'est deux chirurgiens, un chirurgien qu'on va dire généraliste, qui va s'occuper de tout ce qui est chirurgie viscérale, vasculaire, thoracique et urologie, et puis le chirurgien orthopédiste qui, lui, traditionnellement, va gérer tout ce qui est orthopédique et neurochirurgical. Quand je parle de chirurgien général, ça n'existe pas dans l'univers civil, c'est-à-dire que, par exemple, le dernier patient très lourd qu'on a reçu venait de Djibouti. Il a été pris en charge par un de mes collègues qui est urologue, qui lui a fait une splénectomie d'hémostase et un pontage ilio-fémoral superficiel pour une lésion, un traumatisme grave du bassin qui avait arraché l'artère iliaque externe. Donc, c'est ces chirurgiens, on va dire mous, thoraciques, vasculaires, urologues, viscéraux, qui font l'ensemble des spé que je viens de vous citer. Il y a encore des structures plus petites qu'on appelle le module de chirurgie vitale, où là, c'est 5 personnels qui sont censés faire le même travail. La grosse différence, c'est qu'il n'y a pas l'orthopédiste, donc finalement, le chirurgien généraliste doit aussi gérer, de façon très sommaire bien sûr, mais les lésions complexes au niveau des membres. On n'a pas les prétentions de le faire bien, mais on fait le minimum vital. Donc l'objectif de l'étude qu'on s'était dit, c'est de dire, voilà, je suis confronté à des blessés multiples qui concernent tous les compartiments anatomiques, que ce soit vasculaire, thoracique, viscéraux, l'urologie, pardon. Et donc, on va essayer de voir comment se comportent ces blessés, quelle activité ont les chirurgiens qui s'en occupent, et puis, qu'est-ce qu'on va faire, quelle formation on va proposer à nos internes qui entrent dans la réforme de l'internat. Alors, en termes de matériel et méthode, on a donc, et là je suis très content de passer après Tristan Monchal parce que vous allez voir les difficultés qu'on a pour retrouver nos patients, on avait mis comme critère d'inclusion les blessés français entre 2004 et 2014,
Les théâtres, vous les connaissez, hein, c'est le théâtre classique de l'armée française, l'Afghanistan, le Mali, le Niger, la République centrafricaine. Donc, blessé français qui a un traumatisme du tronc lié au combat ou pas, pris en charge dans un rôle 2 français, donc rôle 2 c'est le premier échelon chirurgical, ou 3, en excluant tous les patients, pour être exhaustif, tous les patients qui avaient une lésion orthopédique exclusive ou une lésion neurochirurgicale exclusive, puisque là, on est d'accord, c'est l'activité qui concerne plutôt l'orthopédiste dans les antennes. Le deuxième critère, enfin, on exclut aussi les civils, puisqu'on ne pouvait pas les suivre, les nations alliées aussi parce qu'on ne pouvait pas les suivre, et enfin, on a exclu les kill in action, donc les patients décédés qui ne sont pas passés par l'antenne chirurgicale, hein, ils sont morts avant d'arriver chez nous, et enfin, les return to duty, c'est les patients qui viennent à l'antenne, en fait, bon, il est dermabrasion, il retourne à son unité et il retourne combattre. On considère qu'il n'y a pas de prise en charge chirurgicale, parce que globalement, la doctrine du service de santé, c'est à partir du moment où on opère un patient, il est rapatrié dans la foulée, parce que ça fait en partie de la doctrine, sauf cas exceptionnel. Pour ça, on a la chance quand même si on n'est pas encore organisé, et en tout cas on n'a pas un registre qui fonctionne réellement, d'avoir un seul point d'arrivée des blessés en France, c'est un hub à la base aérienne de Villacoublay. C'est-à-dire que tous les soldats qui sont évacués d'un théâtre arrivent à Villacoublay, et donc on a ce registre qui nous permet de les identifier. La deuxième chose qui nous intéressait, c'est de trouver les died of wound, donc les patients morts de leurs blessures après la prise en charge chirurgicale. Et là, il y a un registre qui est plutôt bien fait, parce que médico-légalement, on est tenu de le faire. Et ce registre, il est à la Direction centrale du service de santé des armées. C'est un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais on a quand même eu accès après pour parler relativement long. Voilà pour les critères d'inclusion, d'exclusion et les registres. Alors, les résultats, c'est que sur cette période de 10 ans, globalement, 384 Français ont été rapatriés, 30 sont morts après leur prise en charge chirurgicale, et sur ces 414 blessés, on a retenu 100 patients qui n'avaient pas soit uniquement une lésion orthopédique exclusive, soit uniquement une lésion neurochirurgicale, donc il y avait en plus une lésion du tronc ou qu'une lésion du tronc. Donc en gros 25% de la cohorte. Sans surprise, l'âge médian, c'est 30 ans, il n'y a que des hommes, bon, c'est nos soldats, hein, c'est pas une surprise. Sur les mécanismes, là encore, j'y reviendrai, mais grosse majorité des blessés par explosion, dans le cas de conflits asymétriques, quand même 25% de blessés balistiques, et puis une toute petite portion de blessés par accident de la route. Là encore, c'est assez compliqué de dire, est-ce que quand on va au combat dans un char et qu'il y a un accident de la route, est-ce que c'est une blessure de guerre ou pas? On a choisi de ne pas trancher, on les a tous mis dans la même cohorte. Alors sur le profil lésionnel, eh bien, comparé à ce que vous a présenté le Dr Manchal juste avant, et on peut voir que c'est pas tout à fait identique, puisqu'on a quand même, dans cette cohorte un peu sélectionnée, une surreprésentation du thorax, puisque c'est la lésion qui apparaît le plus fréquemment, alors que traditionnellement c'est plutôt les membres inférieurs et supérieurs. Là, par contre, la place des traumatismes cérébraux est sans surprise, et puis on retrouve aussi l'abdomen en bonne position. Globalement, si on prend l'ensemble de cette cohorte de blessés sélectionnés, vous pouvez constater que l'ISS médian, donc l'Injury Severity Score, est à 35, donc c'est quand même des blessures très sévères. Je vous rappelle que la définition d'un polytraumatisé général, c'est un ISS à 16 pour un maximum à 75. Donc ISS supérieur à 16 polytraumatisé, là, la médiane de notre cohorte, c'est 35 d'ISS, donc c'est quand même des blessés sévères. Quand on prend des sous-groupes, les Wounded in Action, donc ces patients qui ont survécu à leurs blessures, ils ont quand même un ISS qui est plus proche de ce qu'on rencontre en milieu civil, et puis de l'ensemble des cohortes qui a un ISS à 17 qui est un peu plus attendu. Et l'ISS, donc le score de sévérité traumatique des Died of Wound, donc les patients qui sont morts de leurs blessures, là encore, sans surprise, il est à 61, le maximum c'est 75, il y a 0% de survie à 75, et donc là, on est quand même dans une cohorte qui se tient en termes de calcul de la sévérité. Quand on essaye d'analyser maintenant quel compartiment anatomique est le plus pourvoyeur de lésions sévères, eh bien, on voit là encore que sans surprise, c'est le thorax, les lésions thoraciques qui occupent le haut du panier et qui amènent le maximum de lésions, dont l'AIS, donc l'Abbreviated Injury Scale, qui est aussi une étude, une gradation de la sévérité des lésions traumatiques. Donc c'est le plus gros compartiment d'AIS supérieur à 3. On voit aussi que les traumatismes cérébraux sont bien placés pour la gravité des lésions, à la différence de l'abdomen ou des membres. Alors maintenant, quand on s'intéresse à ce qui a été fait par le chirurgien généraliste dans son antenne chirurgicale, eh bien, on voit que
Alors que les traumatismes du thorax sont majoritaires chez ces patients, c'est pas eux qui nous occupent le plus, puisque quand on les analyse, en fait, il y a très peu de procédures thoraciques, parce que là, elles ont été rapportées 19 fois sur les 100 patients, et sur les 19, il y avait quand même 7 drainages thoraciques exclusifs. C'est totalement ce qu'on voit quand on est projeté. Moi, j'ai jamais ouvert un thorax en OPEX. J'ai toujours mis des inthoraciques, et ça ne m'est jamais arrivé. Donc, c'est pas très surprenant. On peut quand même noter dans ces gestes intrathoraciques qu'il y a quand même 2 sutures cardiaques. Et donc ça reste quand même des gestes assez techniques, assez complexes, et qui peuvent être faits malgré le temps préhospitalier qui est très long. Il y a quand même des patients qui survivent avec des plaies complexes jusqu'aux antennes chirurgicales. Quand on voit maintenant le gros de la cohorte qui est la chirurgie digestive, eh bien sans surprise, on résèque, on fait des anastomoses, des packing hépatiques, des splénectomies d'hémostase, etc. Rien de très surprenant. On voit aussi que le débridement simple des plaies, des parties molles, c'est là aussi un gros contingent de l'activité en OPEX, et ça c'est une réalité. Les patients sont polycriblés, donc on fait beaucoup de prise en charge des plaies des parties molles. Enfin, on peut aussi voir que finalement, c'est un cinquième des patients seulement ont été pris dans un contexte de damage control surgery. Là encore, on a un ISS médian de ces patients qui ont survécu qui est à 17. Ils ne sont pas tous besoin de damage control, on ne le fait pas en excès, et donc là encore, c'est assez cohérent. Après leur prise en charge sur le terrain, ces patients ils sont évacués donc en rôle 4. Le rôle 4, actuellement, qui les accueille, c'est Percy et Bégin en Ile-de-France, puisque le Val, vous savez, n'est pas fermé récemment. Le délai médian qu'on a retrouvé entre l'heure de la blessure et l'arrivée en rôle 4, c'est 22 heures. Donc ça veut dire que quand un soldat est blessé sur le terrain, on peut globalement lui promettre que 24 heures plus tard, il sera en France dans un rôle 4. 30% de ces patients ont nécessité une chirurgie de second look, c'est-à-dire qu'on va aller revoir ce qui s'est passé, notamment dans le domaine du damage control, mais pas que, dans la prise en charge des plaies avec des parages itératifs. C'est beaucoup moins qu'en orthopédie, mais quand même un tiers des patients vont nécessiter un second look. Et par contre, le nombre de procédures par patient est élevé, puisque en moyenne, ces patients ils passent 5 fois au bloc opératoire pour traiter leur lésion. Concernant les complications précoces quand ils sont en France, c'est très largement dominé, mais ça on s'en doute, par les complications septiques, avec les infections du site opératoire, les abcès profonds, mais aussi d'autres complications emboliques, notamment les embolies pulmonaires, mais qui sont vraiment minoritaires. Les complications retardées, celles qui apparaissent donc après la sortie de l'hospitalisation, c'est essentiellement des douleurs chroniques et puis des pathologies qui nous échappent complètement, comme le stress post-traumatique. Concernant ces complications, en fait, on n'a pas non plus de complications très graves. Vous voyez que quand on les classe selon la classification d'Indoclavien, on a peu de grades élevés, puisque c'était que 11% de la cohorte. Ces patients, ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils ne restent pas très longtemps hospitalisés, puisqu'ils passent en moyenne 8 jours en réanimation, 1 mois dans le service de chirurgie, et puis encore 1 mois en service de rééducation fonctionnelle. On est très loin des blessés orthopédiques qui peuvent passer parfois plusieurs mois à l'hôpital. Concernant maintenant la mortalité, puisque c'est un petit peu le cœur de cette étude, eh bien on s'aperçoit que quand on sélectionne ces malades-là, eh bien on a quand même une mortalité qui est de 30%. Ce qui est intéressant par contre, c'est que on peut considérer que quand ils atteignent le rôle 4, globalement, il n'y a pas de mortalité tardive. Ils meurent tous sur le théâtre. Quand on analyse les causes de la mort, on s'intéresse toujours, et c'est très à la mode en ce moment, à la mort évitable, c'est-à-dire que est-ce que j'aurais pu sauver ce patient face à ces lésions? Eh bien, on a considéré, en tout cas les auteurs, en regard du compte-rendu médico-légal, que seuls 5 patients sur 30 avaient une mort qui est jugée évitable sur 3 pneumothorax compressifs et puis des plaies jonctionnelles. Vous savez que c'est quand même difficile à garrotter, les creux axillaires, les plaies inguinales. C'est toujours des challenges pour faire l'hémostase. Les causes de décès sont surprises, c'est les mutilations multiples, les crânioencéphaliques graves, puis les traumatismes étendus, les brûlures étendues. Donc, si on peut faire une synthèse de cette étude, je pense qu'il y a deux informations qui sont majeures. C'est que la guerre, c'est dangereux, et que quand on est blessé au niveau du tronc, eh bien 30% des patients qui vont atteindre l'antenne chirurgicale vont mourir. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, notamment quand on envoie des chirurgiens jeunes au combat au fond de l'Afrique.
Ces patients donc, ils sont graves et ils meurent beaucoup. Quand on s'intéresse aux mécanismes lésionnels, là je ne vais pas m'étendre puisque Tristan en a quand même bien parlé. Dans cette cohorte, on a une surreprésentation des blessés par explosion, mais c'est totalement attendu compte tenu du type de combat. C'est des combats asymétriques, on n'est pas au contact de l'ennemi, et c'est relativement, ça ressort dans toutes les études récentes. Sur le profil lésionnel, c'est un petit peu compliqué de comparer notre cohorte, parce que vous avez vu, c'est un groupe de patients ultra sélectionnés, et donc on ne peut pas la comparer à des cohortes tout venant de blessés de guerre, mais par contre, si on la compare soit à des blessés abdominaux, soit à des cohortes de blessés thoraciques, on retrouve bon an, mal an les mêmes résultats que les armées alliées, et notamment les États-Unis. Ils ont quasiment la même mortalité sur ce type de blessés thoraciques. Donc finalement, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'on fait bien notre boulot, en tout cas, sur les données qu'on a. Concernant la mortalité, je vous l'ai dit, donc elle est comparable aux séries, thoraciques ou abdominales. Concernant maintenant la mort évitable, donc la mort évitable, c'est est-ce que les équipes du préhospitalier font bien leur travail? Est-ce que nous, on fait bien notre travail à l'antenne? Eh bien, on peut considérer que compte tenu de la complexité du terrain, c'est un score qui est acceptable. La Golden Hour, donc, qui dit que en fait, la grande majorité des blessés va mourir durant la première heure qui suit le traumatisme, eh bien, cette Golden Hour, on a du mal à la respecter, vous avez compris. En Afghanistan, c'était plus d'une heure. C'est évident qu'au Sahel, c'est largement plus, puisque si je vous montre cette carte, si nos soldats sont blessés à Thessalite, l'hôpital, donc c'est comme si vous étiez, donc il est blessé à Paris et l'hôpital est à Bordeaux. Donc c'est les mêmes distances. Donc il faut rapatrier le blessé, parfois grave, de Paris à Bordeaux pour pouvoir l'opérer et le prendre en charge chirurgicalement. Donc ces élongations, on peut penser que sur les morts évitables, elles vont avoir un impact et on va avoir plus de morts en préhospitalier et moins de morts dans les structures hospitalières. C'est ce qui s'était aussi passé durant les attentats de Paris sur la mortalité préhospitalière. Concernant maintenant la prise en charge chirurgicale, eh bien, c'est des blessés complexes avec plus de la moitié ont des associations lésionnelles et il apparaît assez clair que le chirurgien qui va les prendre en charge doit être polyvalent et qui ne peut pas se cantonner à sa sphère de spécialité, et notamment son exercice civil de la chirurgie. Et cette tendance, elle est en totale contradiction avec la tendance actuelle, hein, puisqu'on a tendance à surspécialiser nos chirurgiens. Et notamment, la tendance actuelle, c'est qu'on va demander à nos jeunes internes de choisir au sein de leur spécialité une surspécialisation à partir de la deuxième année. C'est-à-dire que l'interne de chirurgie viscérale, on va lui demander rapidement de choisir entre le colorectal, le foie, le upper GI. Donc finalement, très vite, on n'aura même pas un chirurgien viscéral, on aura un chirurgien viscéral surspécialisé dans un domaine. Et c'est en totale contradiction avec ce qu'on attend des chirurgiens militaires. Alors, il faut bien sûr être conscient que ces internes, il va falloir les former avec des formations spécifiques qui passent par des cours faits par leurs pairs et leurs aînés, dans le cadre du CACHIRMEX que vous connaissez, mais aussi par l'adaptation de l'internat. Et je suis assez content que le directeur de l'école du Val soit là, puisque on est tout à fait, je pense, dans la même optique de négocier avec les collèges de spécialité une certaine finalement flexibilité pour former nos jeunes, de façon à ce qu'ils puissent faire la mission qu'on leur demande. Il y a enfin la formation spécialisée transversale en chirurgie de guerre et en situation de catastrophe qui va nous permettre, là encore, d'élargir le spectre de leur formation. Mais les internes ne sont pas l'unique objet de la formation, puisque la formation elle doit être aussi dispensée aux chirurgiens seniors, c'est-à-dire qu'un chirurgien qui a fini son internat depuis 5, 6 ans ou 10 ans, on doit être capable de lui proposer un DPC centré sur la chirurgie de guerre et sur tout ce qui est hors spécialité. Je suis chirurgien viscéral, en France je ne fais jamais d'urologie. Il faut qu'on puisse me dire, voilà, tu es déqualifié en chirurgie vasculaire, tu es déqualifié en chirurgie urologique, donc on va te proposer une formation pour mettre à niveau tes compétences. Les limites de cette étude, elles sont évidentes, c'est un effectif qui est faible, elle est rétrospective, et puis là encore, on rebondit sur ce qui a été dit précédemment, on n'a pas de registre, donc on n'a pas une vision objective de tout ce qui est fait en OPEX par nos chirurgiens. Donc, si je devais conclure, je vous présente cette antenne chirurgicale qui a été déployée ici au centre de l'image à Madama et qui a été démontée depuis, mais vous voyez que quand on envoie nos jeunes chirurgiens, ils sont réellement seuls au milieu du désert,
et que c'est pas... donc il faut vraiment qu'ils aient les armes pour prendre en charge des blessés complexes. Merci de votre attention. Hubert Joannet. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Bon, effectivement, vous avez montré que la guerre c'est grave et ce sont des lésions importantes. Et il me venait à l'idée, enfin, une question, ça saigne. Et donc, comment ça se passe les culoglobulaires à Thessalonique, là, au fin fond du Mali? Vous avez du sang, enfin, il y a toute une chaîne là qui doit. Est-ce qu'il y a des substituts? Enfin, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce point-là? Donc, en fait, là, vous abordez le problème de qu'est-ce qui se passe avant. Parce qu'on sait bien qu'en effet, si on nous amène un patient exsangue, vous pouvez être le meilleur chirurgien du monde, vous ne le réanimerez pas. L'inverse est vrai aussi. Donc là, on a vraiment des progrès qui ont été faits de façon très significative par le service de santé. On a le Prolonged Field Care, donc ce qui est fait en pré-hospitalier, qui est extrêmement efficace. Ils ont développé notamment depuis 2 ans ce qu'ils appellent les Golden Hour Box. C'est une petite glacière auto-réfrigérée dans laquelle ils emportent des culoglobulaires, donc finalement la transfusion elle est ultra précoce. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui ne se fait pas en France. Jamais un camion de SAMU part avec des poches parce que l'EFS refuse de les réintégrer une fois qu'elles sont sorties. Et donc, globalement, ce n'est pas dans la culture française. Et le CTSA a obtenu des dérogations de l'EFS pour permettre de pouvoir sortir de la banque des concentrés globulaires, les emmener sur le terrain. Il y a des capteurs de température, des puces Bluetooth qui permettent d'avoir une vision directe de ce qui se passe dans la boîte. Et si la température seuil n'a pas été dépassée, on réintègre les culots et ils reprennent le circuit. Récemment, on a fait mieux, puisqu'on est parti de France avec des culots, on a soutenu une opération des combats, et on est rentré avec nos culots une semaine plus tard, avec une température qui est restée totalement stable, et le centre de transfusion sanguine des armées n'a pas posé de problème pour la réintégration des culots, puisqu'on estime que les critères de qualité sont respectés, et qu'on est totalement dans le cadre légal. J'aurais une question complémentaire justement par rapport au groupe sanguin. Donc c'est du sang O négatif qui est pris. Quel type de sang vous prenez? Parce qu'il n'y a pas toute cette infrastructure de faire le groupage, etc. Alors si, en fait, on part avec un pool de poches. Ça dépend vraiment de la structure dans laquelle vous évoluez, puisqu'elles ne sont pas asymétriques. On ne peut pas comparer un module de chirurgie vitale qui a un tout petit lot et une antenne qui est quand même beaucoup plus robuste. Donc il y a un pool de groupage qui est avec du O-neg bien sûr, mais aussi du O+. Et le contrôle au lit du malade ultime, il est fait. Donc tout est en fait, la sécurité transfusionnelle, elle est respectée jusqu'au lit du malade, au cœur de la zone de combat. Mais quand on est à l'avant, c'est justement sur le site des opérations, il n'y a pas toute l'infrastructure de groupage, de tout ça. Globalement, la carte de contrôle ultime, c'est ce qui est fait. Plus, je ne crois pas. Quand on fait du sang total où on prélève le camarade de combat, là il y a une sérothèque qui est faite en plus, qui est rapatriée en France pour vérifier a posteriori qu'il n'y ait pas de contamination virale du sang qui va être transfusé. Donc c'est une dérogation, mais ça reste qu'une dérogation. C'est-à-dire qu'on reste dans le cadre légal de ce qui est édité par l'EFS. Vous voyez les améliorations sur le gilet, non? Parce que vous avez commencé comme ça en disant le gilet, on peut peut-être mieux le faire, c'est un vrai problème. Alors, on en a parlé encore, je pense, il y a 15 jours. Le gilet par éclat, je ne pense pas que ce soit du domaine du SSA de le développer parce qu'on n'est pas des industriels. Ça reste quand même vraiment une préoccupation majeure du chef d'état-major des armées qui en a parlé encore récemment, parce que là vous avez vu la version force conventionnelle, mais il y a une version force spéciale qui est encore plus léger, où ils portent juste leur plaque de Kevlar pour couvrir la cardiac box. Donc on est loin du contrat passé avec l'industriel sur la protection censée être donnée par ces effets balistiques. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire, tout à fait. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité scientifique de votre communication, et je voudrais revenir sur un point particulier que vous avez évoqué, c'est celui de la formation. Alors j'ai cru comprendre qu'actuellement l'université, dans le cadre de la réforme, ne vous permettait pas d'accueillir, on va dire, des
chirurgiens formés à ce type d'exercice, c'est-à-dire de la prise en charge de la chirurgie de guerre. Ça apparaît de façon très très claire. J'avais aussi comme notion que dans le monde actuellement, il n'y avait que 2 États qui avaient un service de santé des armées de qualité, c'est-à-dire qui étaient capables d'aller faire des opérations extérieures avec toute la précision et donc la qualité que vous avez mis en exergue. Ce sont les États-Unis d'une part et la France d'autre part. Alors est-ce que la solution, j'ai été il y a quelques années vice-président de la conférence des doyens, donc je connais bien tous les aspects de réforme, ne serait pas de proposer l'existence, ne serait-ce que pour rendre hommage à la qualité de la prise en charge du service de santé des armées et de sa spécificité. Je dirais franchement un DEL, c'est-à-dire un diplôme d'études spécialisées de chirurgie militaire, avec les caractéristiques que vous avez développées. Alors certes, là, je m'avance dans des réformes encore relativement importantes, mais par rapport à la qualité du service de santé des armées donc en France, ce serait probablement sur le plan universitaire une proposition qui n'apparaîtrait pas être comme étant superfétatoire par rapport à ce que l'État français fait pour protéger ses citoyens et donc dans le cas particulier les militaires en action. Donc je proposerais, Monsieur le Président, que l'on se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas qu'il existe un DES de chirurgie militaire, de chirurgie de prise en charge dans les opérations à partir du moment où on a une qualité du service de santé des armées. Ça fait 3 fois que je parle de la qualité et de son originalité. Voilà donc une idée qui n'est peut-être pas complètement utopique. Merci, monsieur. Tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que vous allez passer la parole au directeur de l'école pour répondre à votre proposition? Non, mais tu sais, c'est très difficile. Ça faudrait dire recréer les traumatologues comme les avaient les Allemands qui faisaient la rate et puis le fémur. Et quand on était à une opération à Kaboul, les remarques des plus jeunes qui sont revenus, c'était que quand on était avec des collègues allemands, par exemple, ils étaient très contents d'avoir un orthopédiste français ou d'avoir un viscéral français. C'est-à-dire qu'il nous semble que ce binôme orthopédiste-viscéral est un binôme qui a démontré son efficacité. Alors on va en parler après avec la FST, mais ce n'est pas la solution, la FST, parce que ça n'est que le Cachirnex. Mais on a démontré une chose, c'est que nous on voulait, le militaire français a le droit d'être opéré, même sur le terrain, par un chirurgien français diplômé, qui a son diplôme de chirurgie viscérale, de chirurgie orthopédique, universitaire, qui n'est pas discuté. Et compétent, et ces dernières années, ces 15 dernières années, on a conçu la compétence comme notre formation complémentaire Cachirnex. Au début, on était très inquiets, sans doute. On avait à cette époque-là une maquette qui nous permettrait d'avoir un peu plus de souplesse. C'est vrai que l'orthopédiste, il allait faire quand même un an de viscéral. Mais on a finalement démontré qu'on avait des urologues, alors je prends les urologues parce qu'ils sont quand même localisés très en arrière, qui étaient capables d'ouvrir des thorax, de faire des plaies du cœur, de faire du damage control viscéral. Donc c'est pas impossible, mais il faut nous donner un tout petit peu de temps. C'est-à-dire que sur le cursus qui est prévu à l'heure actuelle, si on nous donnait 2 semestres de plus, je pense qu'on produirait les mêmes chirurgiens qu'on a produits depuis 15 ans, qui n'empêche, quand ils sont à la maison, parce qu'il faut concevoir que dans les rôles 4, c'est les mêmes qui vont faire, dans ma spécialité, la reconstruction des membres qui demande une certaine spécialisation. Et les deux sont liés, c'est-à-dire que la qualité de la prise en charge sur le terrain est d'autant plus bonne que le chirurgien, il est en janvier-février sur le terrain, mais qu'il est en juillet en train de récupérer les blessés de ses camarades à Paris. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas faire... on n'est pas des chirurgiens différents. On est des chirurgiens qui essayons de développer au sein de leur spécialité, reconnue universitairement, des compétences, et puis plus tard, avec les années, une expérience en une chirurgie militaire où
pour le blessé de guerre en opération extérieure. Je dirais plutôt comme ça. Oui, je il y a quand même une chose qui a beaucoup fait. Oui, mais je pense qu'on peut aller dans le sens du. On en regarde, c'est qu'il y a quand même une chose qui a été. C'est très, très difficile de le dire comme ça, mais qui a été bénéfique. C'est les plaies de guerre en pratique civile qu'on a eu il y a 2 ans, parce qu'on en a beaucoup parlé ici. Et ça a quand même sensibilisé la population. Et je crois quand même qu'au niveau de l'université, au niveau de, en tout cas des politiques, ils ont pris conscience qu'il fallait cette formation transversale, même si. Tout est discutable, mais le Cachemire, c'est quand même un progrès qui a été considérable. Moi, j'ai participé, vous savez, sur le numéro qu'on a fait en commun sur les BCE, et ça a été quand même pour nous quelque chose de très important du mélange des civils avec les militaires, puisqu'il faut bien faire comprendre quand même que dans le pays actuellement, cette menace civile de blessés de guerre fait que nos politiques, ils sont quand même très sensibles et sont conscients maintenant. Je trouve qu'il y a eu une prise de conscience justement des blessés militaires grâce à ça. Bon, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais je crois que c'est très important et que ça a joué beaucoup en faveur de cette formation, comme vous le dites, du spécialiste, mais qui est capable d'élargir sa formation de façon très, très grande. Enfin, ces 2 semestres, dans le cadre de la formation, monsieur le directeur, il faut les solliciter, vous les méritez bien. Moi, à propos de jeunes chirurgiens, je voudrais savoir comment ça se passe quand on est un jeune chirurgien dans vos rangs, qu'on est envoyé en OPEX, on commence par être envoyé en rôle 1, puis en rôle 2, puis comment ça se passe en termes d'expérience? Alors, jusqu'à présent, ce qui a prévalu par la chaire de chirurgie aux armées, c'est qu'on ne les envoie pas tout de suite. Et ils font d'abord, bien sûr, leur internat, 1 à 2 années de clinica, et ensuite seulement, on les envoie sur le terrain. L'activité, alors après, il y a un principe de réalité aussi, c'est qu'il y a une structure qui est l'antenne chirurgicale dans l'armée française qui est déployée sur les terrains les plus durs. L'antenne chirurgicale, c'est passionnant, je l'ai fait pendant 3 ans, mais c'est compliqué quand on a 45 ans, 3 enfants, un service à gérer, on ne peut plus partir 6 mois par an. Donc le paradoxe, c'est un petit peu comme dans l'enseignement, c'est qu'on envoie nos jeunes là où ça tape le plus. Donc le baptême, il est assez brutal parfois, mais globalement c'est pour ça qu'il faut avoir les idées claires et puis appliquer les protocoles. Mais la réalité, c'est ça. Le principe de la réalité, c'est que les jeunes sont mis dans le bain rapidement et complètement. Et quel pourcentage de femmes? Alors, on n'échappe pas du tout à la règle. On est le service le plus féminisé de l'armée. On a la moitié de nos effectifs au minimum qui sont des femmes. En chirurgie, peut-être encore un peu moins, parce qu'il y a encore quelques personnes de ma génération. Mais, elles sont... Donc là, l'antenne avec la petite Croix-Rouge, c'est une orthopédiste et une thoracique abdominale, viscérale, urologue. C'est ça, tout à fait. Alain Hougat. Je voulais juste prolonger les questions précédentes. Moi j'ai appris aussi qu'il y avait 2 grandes armées sur le plan sanitaire, c'était les États-Unis et la France. Vous pouvez me donner un petit peu les similitudes et les différences entre ce qui se passe aux États-Unis et en France, en gros, puisque vous... Alors, ce qui a été dit avant est une réalité. L'OTAN, quand la France a rejoint, quand on a unifié l'OTAN, on a uniformisé nos pratiques et on a été à bonne école puisqu'on a été en Afghanistan pendant plusieurs années et l'apprentissage a été dur, mais on est rentré dans le moule et maintenant, globalement, les blessés sont pris de façon très homogène en charge. Si vous prenez un blessé de guerre américain, ils nous confient leurs blessés. Donc globalement, c'est qu'ils ont confiance et qu'on fait quasiment la même chose. Ce qui change par contre, c'est pas trop finalement sur l'échelon chirurgical, puisque là on fait tout la même chose, c'est plutôt en préhospitalier. Ils font, même sur le terrain, ils font du scoop and run, ils font pas du prolonged field care. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le vecteur aérien facile, ils ont des hélicoptères qui fait qu'ils vont rapatrier rapidement leurs blessés vers les rôles 2, et donc c'est pas des médecins qui font la prise en charge préhospitalière. Mais c'est quasiment la seule chose qui va vraiment changer. À l'échelon chirurgical, globalement, on applique les grands principes de la littérature internationale et on s'y est tous mis. Je vous rappelle que le damage control chirurgical, la première publication, c'est 93. Donc en fait, finalement, c'est quelque chose qui est ancré dans les mœurs, principalement dans le service santé des armées, bien sûr, mais globalement, il n'y a pas de gros écarts. Vous l'avez publié, ça? C'est en cours. Parce que sinon, on est preneurs. Une dernière question. Oui, très rapidement, Sylvain, je sais que j'étais un grand défenseur de la présence des urologues en tant que chirurgien généraliste, effectivement, sur Cette théâtre d'opération.
Mais je vais faire quand même maintenant l'avocat du diable, avec l'évolution sur les technologies mini-invasives, sur la robotique qui prend beaucoup de place en urologie. Je m'interroge, les jeunes ne sont pas là, donc je peux le dire, mais je m'interroge pour les 5 à 10 ans à venir. Est-ce qu'ils seront toujours, et d'où la complexité de cette formation complémentaire, est-ce qu'ils seront toujours aussi performants? Je ne vais pas te répondre, mais dans la prospective, moi j'avais pensé que la pire des choses qui pouvaient nous arriver, c'était de devoir mettre dans une antenne chirurgicale en 2030, au moment où on risque d'avoir beaucoup d'activités, un thoracique qui reste au-dessus du diaphragme, un viscéral qui va en dessous mais qui ne va pas en arrière, un urologue, un orthopédiste, un neurochirurgien, donc remplacer les deux qui couvraient à peu près l'urgence par 6 chirurgiens. Et je suis d'accord avec toi, je crois que la nouvelle maquette, je l'ai regardée de très près des urologues, fait qu'on va avoir beaucoup de mal pour les utiliser comme chirurgiens d'antenne.